confiance des citoyens face à leurs dirigeants, c'est le sujet qu'on abordera ce matin. On va faire le point aussi avec Caroline De Villers sur ce que M. Legault a dit hier et M. Trudeau. Mais à l'instant, Georges Goma est avec nous et on va parler de la situation en Afrique. Georges, bonjour. Bonjour, Caro. Comment vas-tu? Ben, un beau soleil ce matin. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et on va, puisque c'est pas mal notre spécialité, ta spécialité, on va parler de l'Afrique et de la situation, bien sûr, de la crise là-bas. On avait déjà commencé à aborder en quelques chroniques. On poursuit ce matin, là. Voyons voir du côté de nos amis les Africains, qu'est-ce qui se passe? On en entend très peu parler, Georges. On en entend très peu parler. C'est peut-être normal. Nous avons fait un constat d'entrée que le continent africain, le continent noir était pour l'instant comme épargné un peu de la déferlante de la Covid-19 et cette allure semble se continuer aujourd'hui parce que là j'ai face à moi une carte qui est en temps réel et si je prends un pays par hasard comme l'Afrique du Sud, on avait déjà dit qu'il y avait beaucoup plus de cas là-bas et aujourd'hui nous en sommes à 1835 cas et 25 morts. Si je vais à Madagascar, il y a 425 cas et il n'y a pas de morts. Alors, si je vais en RDC, il y a 212 cas répertoriés pour 21 personnes décédées. À côté, au Congo-Brazzaville, on est à 74 cas et 5 personnes décédées. Je remonte un peu plus loin, au Mali, il y a 101 cas pour 13 personnes. Alors, si je vais encore rapidement en Égypte, il y a 183 cas et puis je vois pas de morts. Et alors, ici en Mauritanie, il y a 4 cas, un mort. Alors, encore 2 petits et puis on passe à autre chose. En Éthiopie, il y a 57 cas et 3 morts. Et si je vais au Niger, je trouve 466 cas et 14 morts. Alors, si je viens au Cameroun, pas loin du Congo-Brazzaville, il y a 673 cas et 17 morts. Donc, voilà, il y a ces chiffres-là. Il y a ces chiffres-là qui sont réels en Afrique. Donc, c'est une façon de confirmer un peu ce qu'on a dit la dernière. Ça fait 2 semaines quand même qu'on en a parlé. Oui. On sait très bien que la période d'incubation, c'est 14 jours avant que la maladie ne puisse se manifester. Et ça fait 15 jours depuis notre dernière émission. Et les chiffres semblent stabiliser jusque-là. Ouais. Donc, on espère pour nous, les Africains, que ça va se continuer parce que tout le problème avec l'Afrique, il y a des cas qui sont réels, on l'a bien vu. On connaît les modes de transmission qui sont des modes quand même assez ravageurs, on peut le dire comme ça. Et qu'il y a vraiment la chronique d'une hécatombe annoncée en Afrique. Pourquoi la chronique d'une hécatombe annoncée? C'est tout simplement que si on voit cette déferlante en Afrique, comme on a vu en Italie, comme on a vu en Espagne, comme on a vu, comme on le voit au Québec, on le voit à New York, comme on l'a vu en Chine, avec beaucoup de personnes en détresse respiratoire qui affluent dans les centres hospitaliers, ça sera très grave pour l'Afrique. Pourquoi c'est très grave pour l'Afrique? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a une observation très très claire qu'au niveau des infrastructures sanitaires, des équipements, des politiques médico-sociaux, l'Afrique, c'est quand même le parent pauvre de ce genre de dispositions. Donc, ils n'auront pas des moyens pour prendre en charge une déferlante de personnes dans les centres, et c'est ça qui devait créer vraiment beaucoup de morts en Afrique. Sans compter le fait aussi, Caro, je vais te laisser la parole, sans compter le fait aussi qu'il y a quand même les modes de vie en Afrique, la façon dont les Africains vivent. Ils vivent en communauté et les gens vivent au jour le jour de la débrouillardise, on peut le dire comme cela, et qu'ils ne sont pas habitués à vivre dans le confinement.
Et on peut constater aussi que l'Afrique aussi a pris des mesures après avec l'Europe, l'Amérique, les liaisons maritimes par exemple aussi, et les liaisons aériennes sont coupées, les touristes aussi sont renvoyés chez eux. Il y a des mesures de confinement très 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 strictes, on le voit très bien avec l'armée dans la rue, et qui pose aussi un autre problème, qui est le fait que, vu la façon dont les Africains vivent, vu les personnes qui sont très très pauvres et qu'on confine chez eux, eh bien, on risque aussi une crise humanitaire à ce niveau-là, parce que qu'est-ce que les gens vont manger? Ouais, quand ils sortent dehors, on les pourchasse, la police est sur les dents. Donc on va confiner les gens qui n'ont absolument rien à manger à la maison, très peu de personnes en réfrigérateur, très peu de personnes peuvent se permettre de faire des provisions à la hauteur d'une semaine par exemple. Donc voilà les cas précis qui se posent en Afrique aujourd'hui. Et une fois de plus, vivement qu'il n'y ait pas une déferlante comme on le voit ailleurs. Et on voit ici le problème là beaucoup au Québec et aux États-Unis, mais partout dans le monde, c'est les personnes âgées qui sont le plus atteintes et qui en meurent le plus. Ici, on a un problème particulier avec nos CHSLD, des centres pour personnes âgées. Là-bas, j'imagine est-ce qu'il y a l'équivalent? Est-ce que les personnes âgées vivent dans les familles? Oui, tu l'as dit, Caro, la réalité des personnes âgées prises en charge de manière institutionnelle est une réalité qui n'existe pratiquement pas en Afrique. À la limite, il y a peut-être quelques congrégations religieuses qui, par-ci, par-là, prennent en charge des personnes. Sinon, la réalité de la vieillesse, telle qu'elle est vécue en Occident, n'est pas la même réalité en Afrique. Parce que la personne âgée, qu'on appelle ici la personne âgée ou la personne adulte d'âge avancé, voilà des expressions qu'on utilise ici. Ouais. Mais en Afrique, on utilise toujours les vieux et les vieillards. Les vieillards existent bel et bien, très 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 âgés, mais ils restent intégrés à la société, ils restent dans le cadre de leur famille. Jamais on a abandonné des personnes âgées. C'est même une réalité qui n'existe pas. Ouais. Il y a des personnes âgées pauvres, c'est bien vrai, et qui vivent de l'aumône des personnes autour des organisations caritatives, mais je n'ai pas vu des maisons de retraite en Afrique encore pour l'instant. C'est un peu sur ce point-là que l'Afrique a quand même des leçons à donner au monde entier. Et est-ce que par ça rapport pourrait à la prise en charge des personnes qui hier ont bâti des sociétés dans lesquelles nous vivons et qui, quand ils deviennent âgés, sont comme un peu inutiles, mises au bord de la société. Et est-ce que ça peut être, dans le cas qui nous occupe de cette pandémie, est-ce que ça peut être un avantage pour les personnes âgées de vivre dans le contexte familial ou plutôt c'est peut-être plus dangereux parce que là les enfants peuvent ramener le virus à la maison? Est-ce que j'imagine qu'on n'a pas de chiffre là-dessus encore? Voilà, il n'y a pas de chiffre là-dessus, c'est encore un non-événement, c'est-à-dire l'observation des personnes âgées qui sont plus touchées par cette pandémie. Il n'y a pas encore de chiffres là-dessus. Comme je viens de le dire, un peu les chiffres que j'ai cités là, il y a des endroits où il n'y a pas de mort du tout, et ainsi de suite. Donc je suis incapable de dire quoi que ce soit là, Caro, parce qu'il n'y a pas encore cette réalité-là. Mais il est bien vrai que, certainement, le virus, il attaque de la même façon. Donc les personnes âgées doivent être aussi beaucoup plus à risque que les autres catégories sociales sur cette question-là. Oui, donc... Et dis-moi donc, parce que tu es sociologue aussi, tu es spécialisé des populations... c'est ta spécialité, les populations vieillissantes. Ah oui, alors là, tu es dans le cœur de l'action, Georges. Mais en Afrique, est-ce qu'on vit, généralement, est-ce que socialement, on vit plus vieux qu'ici, la moyenne d'âge en Occident ou en tout cas en Amérique? Oui, là, on remonte un peu à cette histoire de l'espérance de vie. Oui. Mais l'espérance de vie, il se calcule à tous les âges déjà. Maintenant, par rapport au vieillissement, généralement, l'expérience de vie se calcule à partir de la période de la retraite. C'est-à-dire, si on prend la retraite à 65 ans, on calcule cette espérance de vie. Combien d'années sommes-nous susceptibles de vivre à partir de 65 ans, à partir de la prise de la retraite? On voit ici, au Québec, par exemple, les gens peuvent vivre jusqu'à 81 ans.
de 65 à 81 ans, on peut faire 19 ans quelque part pour les hommes et pour les femmes 84. Donc voilà, on peut le faire. Et cette espérance de vie est généralement due à quoi? Mais aux meilleures conditions sanitaires, au progrès de la médecine, aux mesures d'hygiène. Donc la société québécoise, puisque nous sommes au Québec, et aussi a gagné beaucoup d'années par rapport à ça. Mais en Afrique, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent parce que l'espérance de vie, c'est quand même autour, parfois, 45 ans. 45 ans, parfois ça peut aller jusqu'à 55 ans. Donc voilà, on voit une grande différence par rapport à cela. Donc une fois de plus, par rapport au Covid-19, vraiment, même en étant africain, je ne peux pas m'hasarder à parler d'une réalité pour laquelle je n'ai pas de chiffres, Caro. Non, le scientifique en toi se gardera bien d'en parler. Les esprits, en fait, les personnes âgées sont nettement vulnérables aussi en Afrique parce que on voit pas ces chiffres, parce que il n'y a pas encore cette déferlante là en Afrique, comme on vient de le dire. Parce que quand on voit les chiffres ailleurs, c'est quand même ahurissant, Caro. Quand on voit les chiffres ailleurs, c'est des grands chiffres comme ça là. Oui. Voilà, c'est des grands chiffres. Aux États-Unis, ici au Québec, les cas mondiaux aujourd'hui, on voit quand même que les cas confirmés, ça fait 1 930 780 dans le monde entier. Oui. Les décès, ça fait 120 863. Et puis, les guérisons, quand même, il y a eu 465 398 là. Hein, voilà, donc je n'ai pas devant moi les chiffres ici au Québec ni aux États-Unis, à New York, mais voilà, c'est des grands chiffres ailleurs qu'on ne voit pas encore en Afrique. C'est bien, pour bien mesurer un peu l'impact sur les personnes vieillissantes en Afrique. Oui, en tout cas, on se croise les doigts et on se dit pour le moment, en tout cas, c'est une bonne chose que c'est pas l'hécatombe qu'on appréhendait là en Afrique. C'est ça. Parce que, comme tu l'as dit, le mode de vie, puis il y a aussi l'équipement médical. Côté médical, on manque de masques, on manque d'équipement médical. Alors, j'imagine qu'en Afrique, ce serait aussi la même situation. Oui, ce serait la même situation, comme je l'ai dit d'entrée, ce sont les équipements sanitaires qui manquent cruellement, mais c'est là aussi l'occasion de passer un peu de la Covid-19 à l'économie du monde et puis aux pays pauvres aussi. Parce que ces derniers temps, depuis le 13, qu'est-ce qui s'est passé? Le Fonds monétaire international, par la voix de sa directrice, Madame Kristalina Georgieva, a livré quand même la décision du conseil d'administration du FMI pour annuler immédiatement, je dis bien immédiatement, le service de la dette de 25 pays pauvres d'une manière générale au vu de cette Covid-là. Donc c'est quand même une décision très forte qui a été prise là-dessus, que 25 pays puissent avoir leur service de la dette annulé comme ça, peut-être pour un temps. Et à côté de ça, il y a aussi le groupe du G20 qui s'engage aussi sur un moratoire sur la dette des pays pauvres. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 1er mai 2020, c'est très bientôt, tous les intérêts sur la dette qui auraient dû être versés par les 77 États en voie de développement, les pays pauvres, qu'on dit les pays pauvres, aidés par la Banque mondiale, cet argent-là va rester dans les caisses de ces pays-là. Donc, pendant 6 mois, pour un moratoire de 6 mois. Et ça a été dit par Bruno Le Maire, le ministre français des Finances. Donc c'est quand même 14 milliards de dollars américains qui seront épargnés temporairement par ces pays-là. Pour, c'est évidemment faire face avec la consigne d'utiliser cet argent pour lutter contre, évidemment, les effets du coronavirus et non pour rembourser d'autres créances. Hein. Oui, après, il faut que l'argent soit bien utilisé. Vous l'utilisez exactement pour les faits qui sont liés au coronavirus, pas pour déshabiller Paul et habiller Pierre. Voilà. Exactement. Alors, il faudra que cet argent soit bien géré, surtout dans des pays où la gouvernance est douteuse. Et douteuse. Voilà, très bien, je voulais en venir là-dessus. On va vers la fin de notre émission, je pense, mais on a encore quelques 4 ou 5 minutes. Là, je vais embrayer là-dessus parce que c'est très important. Et j'ai cité le Fonds monétaire international, j'ai cité le G20, et là aussi, il y a Macron, le président Macron, qui hier ou avant-hier, le 14 c'était avant-hier, je pense, aussi, qui a été une interview, une tribune animée par RFI, la Radio France Internationale,
avec Christophe Boisbouvier aussi, qui a décliné la stratégie de la France aussi par rapport aux pays pauvres. Et là aussi, Macron est allé dans le même sens d'un allègement immédiat de la dette de ces pays-là. Et aussi, il a pensé une annulation massive de la dette de ces pays à long terme. Mais c'est là où se trouve aussi le problème. C'est là où se trouve le problème, où il faut introduire quand même la dimension politique par rapport à ça. On voit bien qu'il y a le Covid-19, d'accord, mais quand même, n'exagérons pas. Il faut voir aussi lier cette affaire. Il y aura un après Covid-19 sur le plan du monde. Oui. Repenser l'économie du monde, de toutes les façons. On entend par les voix les plus autorisées aux États-Unis un peu partout pour dire qu'après ça, il faudra repenser l'économie du monde. Oui. Il faudra repenser la façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'on aura eu la chance de ne pas tous crever, mais c'est dommage pour ceux qui ont été fauchés par cette pandémie. Mais après aussi, il faudra faire les analyses qu'il faut, comment en est-on arrivé là, sur le plan de la façon dont nous avons gouverné notre économie dans le monde. Il faudra qu'il y ait une renaissance, n'est-ce pas, de l'économie du monde. Et dans cette renaissance-là, évidemment, pour les pays africains, il faudra qu'on introduise une forte dose de la démocratie là-dedans, parce que, à défaut de démocratie, on voit très 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 bien qu'il y a des dictateurs qui restent longtemps au pouvoir, qui ont engrangé beaucoup d'argent et qui siphonnent les fonds publics et qui viennent déposer cet argent quand même dans les banques occidentales. Il y a quand même un paradoxe, une contradiction qui est insaisissable là-dessus. On pourra espérer que la pandémie fasse en quelque sorte le ménage des finances et de la gestion. Absolument, que ça soit vraiment le ménage, c'est même ça l'expression que tu as utilisée, Caro, et qu'il y ait vraiment de la démocratie et qu'on puisse barrer, n'est-ce pas, tous ces dictateurs, parce que si la démocratie était bien pratiquée en Afrique, eh bien, il n'y aurait pas les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Comment voulez-vous que ces gens qui dilapident l'argent d'État, vous leur donnez encore de l'argent et ils vont continuer à cette gouvernance? Écoutez, c'est pas en ayant été un piètre dirigeant pendant 40 ans et qu'on va changer une fois qu'on vous aura donné cet argent-là. Donc, quand même, il y a des réflexions beaucoup plus en profondeur à mener là-dessus. Je parlais un peu des pays dont le FMI a remis la dette, mais le Congo-Brazzaville, je parle aussi toujours de là où je viens parce que c'est une situation que je connais très bien. Mais le Congo-Brazzaville ne figure pas dans ces pays-là. Et c'est tout à fait normal que le Congo-Brazzaville ne figure pas dans ces pays parce que là, c'est un exemple clair et net de la façon dont on a siphonné vraiment les fonds publics au su et au vu de tout le monde, avec c'est pas moi, les rapports très très difficiles avec le FMI, on l'a vu, le FMI a eu du mal à signer un accord avec le Congo-Brazzaville parce qu'il y a des faits réels démontrables qui montrent que ce régime-là n'a pas le droit d'être là où il est parce que c'est pas possible. Georges, c'est fascinant. On continuera, j'ai une bonne feuille de route ce matin, mais on continuera d'en parler très bientôt. C'est absolument intéressant. Puis on voit en même temps que cette pandémie-là, heureusement, n'a pas encore trop touché, on touche du bois, là, n'a pas encore trop touché l'Afrique et on espère qu'économiquement, il y aura un petit coup de barre qui sera opéré. Merci beaucoup, Georges Goma, c'était un plaisir. Bonne journée. Bonne journée, Caro. Bye-bye, à bientôt. 7h20 de rester là avec Caroline De Villers. On fait le point sur la situation tant au Québec qu'au provincial, qu'au fédéral, qu'au Canada. À tout de suite.